Monsieur le député, permettez-moi, au nom de tous nos compatriotes dont le cœur bat au rythme de la Martinique, de vous remercier d'avoir pris le temps de nous rencontrer dans le cadre de cet entretien. Mon première question s'adresse donc au député. En qualité de député de la République, comment s'inscrit-on dans les pas de ces éminents devanciers que sont Justin Cataillé, Rosan Girard et Aimé Césaire, lesquels ont porté haut et fort les couleurs bigarrées et les revendications de nos régions ultra-périphériques? Ce sont des grands noms de, de nos pays, et Guyane, Guadeloupe, Martinique. Mais très honnêtement, je n'ai pas la prétention d'être à ce niveau-là. C'est Césaire et nous sommes des Lilliputiens sur les épaules d'un géant, quand on parle de Césaire. Cataillé a sacrifié sa vie. Et Rosan Girard a été un combattant exceptionnel. Donc j'essaye d'être à la hauteur de mes responsabilités. Je fais tout pour être non pas seulement à la hauteur présentielle, mais aussi intellectuelle, politique, pour ne pas, comme bégayer face à qui que ce soit, pour être respecté. C'est d'abord ça, le respect. Et deuxièmement, défendre des sujets qui ne soient pas strictement Martinique, mais des sujets qui relèvent de mon pays, c'est qui est normal, je suis député de Martinique, mais en même temps des sujets qui dépassent le seul cadre d'un territoire. C'est pour ça que, pour moi, ce combat est un combat noble, légitime, qu'il faut mener avec la plus grande fermeté, la plus grande détermination. Très bien, merci. Une question un peu plus générale, mais qui a trait effectivement à l'objet de notre entretien. En 2012, l'INSEE recensait un peu plus de 117 000 Martiniquais venus s'installer sur le territoire hexagonal. Ce chiffre ne prend pas en compte les enfants qui seraient nés sur ce territoire. La question donc que je vous poserai est la suivante. Y aurait-il aujourd'hui des raisons valables qui permettraient à ces personnes de vouloir retourner sur leur terre natale, sur leur île d'origine? Oui, la première des raisons, c'est simplement le fait d'être attiré par son lieu de naissance. On a une espèce d'aspiration qu'on ne comprend pas très bien. Il faut que je revienne dans mon pays. Je pourrais dire 100% des gens ont ce désir. Moi, j'ai vécu ici à l'Hexagone pendant 7 ou 8 ans. Tous les jours, j'avais un rêve, c'était de revenir dans mon pays. Mais en même temps, on se construit une autre vie, sur un autre espace, dans un autre milieu social. Et on peut considérer aussi que certains ne veulent pas revenir. Il faut aussi expliquer pour quelles raisons on a autant de monde. Là. Ça, c'est un chiffre qu'on pourrait multiplier par 3 ou par 2, parce qu'il y a ceux de la... Ça, c'est ceux de la première, et la deuxième, troisième génération. Et il faut se rappeler aussi, c'est que le Bibudom, en 1960, dans les années 60, a saigné la Martinique et la Guadeloupe et la Réunion en amenant, j'allais même dire, on peut être déporté, bon, c'est un petit peu dur de dire déporté, mais à la limite en contraignant les gens à partir du fait de ce développement qui n'ont pas voulu voir d'une autre manière que de ce développement. Est-ce qu'il y avait un potentiel à ce moment pour développer ces pays? Je pense que oui. Donc, ils ont fait le choix d'une démobilisation démographique, d'expurger les gens depuis la Réunion à la Martinique et la Guadeloupe. Donc on a une histoire assez blessante. Donc je comprends que les gens puissent vouloir revenir et je vais même plus loin. Je dirais qu'on n'est pas que 360 000 habitants en Martinique, on est plus que ça. De Martiniquais, il faut compter les 200 000 à 300 000 qui vivent ici. Donc au-delà même des océans, c'est une Martinique en continuation géographique qu'il faut considérer. C'est pour ça que j'ai personnellement beaucoup œuvré pour faire revenir le maximum de personnes. Comme on a beaucoup de chômage en Martinique, je n'ai pas voulu les faire revenir pour être chômeurs, mais les faire revenir comme acteurs de développement de leur pays. Donc il y a un caractère totalement légitime à considérer que la Martinique a une extension à Paris, à Limoges, mais aussi dans le monde entier, et qu'il faut apprendre à vivre et travailler avec cet état de fait qu'on n'est pas seulement sur le territoire de la Martinique, on appartient au monde. Vous anticipez un peu les autres questions que j'avais l'intention de vous poser. En tout cas, aujourd'hui, il y a un fait qui est avéré, c'est que la Martinique connaît une forte décroissance
de sa démographie. Et on assiste chaque année à plus de 5000 départs vers la France métropole. Aujourd'hui, quelles sont les pistes? Quels sont les moyens concrets qui sont utilisés ou qui peuvent être élucidés pour hâter le retour ou éventuellement le maintien de ceux qui seraient dans une volonté d'aller chercher une vie meilleure en métropole ou autre part? Les gens qui quittent la Martinique, qui ont quitté la Martinique et qui quittent aujourd'hui la Martinique, et malheureusement pour nous, ce sont plutôt des jeunes. Absolument. C'est ce qui est dramatique. Pour quelle raison? C'est parce qu'en Martinique, en Guadeloupe, on a intégré le fait, c'est malheureux, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas d'espérance, on ne trouve pas de quoi travailler. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut être extrêmement clair. Soit on continue le processus aujourd'hui et on ne réagit pas, et on est à moins 3000 personnes an, soit qui décèdent, soit qui partent en Martinique. Et c'est à peu près la même chose en Guadeloupe. Donc si on continue à ce rythme-là, la Martinique, et je pèse mes mots, va se vider et va compter dans les 10-20 ans qui viennent là environ 200 000 habitants. Si on laisse les choses se faire. Ce qui est grave, c'est qu'en 1960, l'État a trouvé des solutions pour pouvoir expurger des gens de la Martinique, de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane. Et aujourd'hui, le même État ne réagit pas par rapport à cette décroissance. Alors je n'ose pas dire que je ne comprends pas du tout. Est-ce que ça arrange quelqu'un, quoi, une institution? Parce que ça, c'est l'État. Mais le pire, c'est que localement, dans nos différents pays, je ne sens pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Parce que si le gouvernement ne prend pas de décision, ne propose rien, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Les politiques locales ont-ils les moyens? Ont-ils les moyens, dirons-nous, législatifs? Ont-ils les moyens financiers? Ont-ils les moyens économiques? Ont-ils les moyens sociaux de pouvoir inverser la tendance? Est-ce que les choses ne sont pas décidées ici, en France, à Matignon, à l'Élysée? C'est notre drame. C'est parce qu'on pense toujours que la solution vient de 8000 km. D'accord. C'est quand on est en Martinique, en Guadeloupe, c'est vrai qu'il y a un contexte législatif réglementaire. C'est juste, mais toutes les solutions ne viennent pas de 8000 km. Ça ne vient pas de papa à Paris, quoi. Bon, non, ça vient de nous-mêmes aussi. Et même si on n'a pas des solutions, faites-moi des ordres. Fais bruit, fais savoir qu'on n'est pas d'accord. Mais quand rien ne se passe et qu'on ne crée même pas un outil pour pouvoir fixer les gens, non, ça ne va pas du tout. Il y a un vrai problème. Je ne peux pas... Le fait de dire oui, c'est l'histoire de la France, mais entre nous, c'est la population qu'on fait. C'est le jeune Martiniquais qui a pris gaz, qui a pâti. Donc il faut, de mon point de vue, une nouvelle politique familiale pour maintenir le maximum de personnes sur place. Une nouvelle politique de l'emploi, avec la préférence à l'embauche à diplôme égal. Absolument. Une politique d'attractivité économique et sociale pour attirer le maximum de jeunes, mais fixer les jeunes qui sont sur place. Tenir compte des réalités en matière de dynamique, de capacité financière, parce que c'est pas la peine de dire mon investi, je pas de l'argent, si on ne pas créer les conditions pour que la personne puisse investir. Donc le type qui part sans rien ne part pas sur le même pied d'égalité que le type dont le père a 5000 hectares de terre ou 1000 hectares de terre. Et donc il y a une différenciation à construire, positive, pour construire une nouvelle démocratie économique. C'est vraiment une analyse globale, un projet global qui peut permettre de fixer par ce que je viens d'indiquer. Il faut aussi avoir une politique d'attractivité par les grandes institutions locales qui puissent attirer des gens de l'Europe, mais aussi des Amériques, de la Caraïbe. C'est en multipliant ces initiatives-là qu'on pourra fixer et faire revenir. Pas seulement faire revenir pour faire revenir, pour dire qu'on a réussi à faire revenir tant de personnes, mais faire revenir pour créer une dynamique économique qui puisse démultiplier l'attractivité du pays. Et ce que je dis est valable certainement pour la Guadeloupe. Absolument. Alors, vous l'aviez anticipé, certains d'entre les ultramarins qui sont en France métropolitaine ont, par la force des choses, construit une vie ici. Ils se sont ancrés, ils ont reproduit un schéma de pensée qui est typiquement antillais, mais en terre étrangère, dirons-nous. Pensez-vous que
cette population, qui est forte d'à peu près 100, peut-être 100 000, 200 000 personnes, puisse contribuer à son niveau à renforcer, à conforter la vitalité de son pays d'origine. Oui. Et de quelle manière? Moi, je pense que oui. Quand je dis qu'on n'est pas 359, 360 000, mais on est 500 000, ça veut dire que je compte les 200 000 et peut-être plus que se trouvent ici. Donc il faut élargir ça et le numérique et Internet nous permet de dépasser les frontières maritimes. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut construire des ponts en matière de politique d'investissement, de politique de recherche, de développement, et des politiques de stratégie financière depuis Paris, depuis New York, avec tous ceux qui sont indiqués avec des guillemets comme étant partie de la diaspora antillaise. C'est très important, il faut les connecter. Il nous faut absolument, pour développer le pays, trouver toutes les solutions qui pourraient nous permettre de connecter des politiques d'investissement pur, c'est-à-dire réaliser des opérations à l'intérieur de notre pays. Pour cela, je pense que, et je l'ai toujours défendu, ça fait maintenant 3 mandats de parlementaire que je défends cette idée-là très clairement, il nous faut avoir aussi des outils sur place à Paris ou ailleurs. C'est pour ça que je suis très favorable à ce qu'on appelle la mise en place d'une maison de Martinique à Paris. Et cette maison de Martinique ne soit pas seulement un outil de développement du tourisme, il faut qu'il y ait déjà un bon boulot qui se fait, mais un lieu de pensée, de développement, de stratégie financière, avec des espaces de coworking qui sont mis à la disposition de jeunes et qui permettent à ces jeunes-là, dans un espace suffisamment agréable, d'exposer nos productions, notamment la diversification agricole, ce qu'on fait comme produit d'excellence, mais aussi faire le lien entre les jeunes Martiniquais qui sont en Martinique et les jeunes Martiniquais qui sont ici. La Calédonie a fait ça. Ils ont une maison de la Calédonie. Vous allez, la plupart des pays ont des maisons qui nous permettent d'assurer l'ingénierie du développement. Ce qu'on appelle l'ingénierie du développement, c'est le cadre du développement. Parce que ce n'est pas en restant les mains comme ça qu'on va régler le problème, c'est en bossant, en travaillant. Et comme on a l'avantage d'avoir justement les jeunes de la 3e, 4e génération qui sont là, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, et qui sont hyper doués, hyper formés et hyper libres, parce que c'est pas mon époque. Ils sont à New York, ils sont à Berlin, ils sont à Rome, ils bougent. Et donc, si vous leur offrez des espaces aussi dynamiques, ils peuvent s'approprier ces espaces-là et construire des réseaux dans tous les sens avec le monde, mais surtout avec la Martinique. Vous faisiez allusion, vous faisiez une comparaison plus exactement avec la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas la même référence institutionnelle. Le cadre institutionnel n'est pas le même. Cela ne voudrait-il pas dire que pour nous, il faudrait peut-être penser à une évolution de notre cadre constitutionnel, institutionnel, de façon à pouvoir adapter notre cadre social à l'environnement dans lequel il est? Oui, il faut respecter les choix un peu des peuples, ce que je fais. Les Calédoniens ont notre histoire que notre histoire. Ils ont fait un choix d'ailleurs. L'article dans la Constitution qui parle de la Calédonie est un article à part. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect. Ils sont dans un chantier d'accession à l'indépendance. Ce n'est pas du tout le choix qu'a fait la Martinique et la Guadeloupe, mais c'est vraiment pas ce choix-là. Donc, je respecte beaucoup. Je pense qu'on est en Calédonie et en Martinique sur la même dynamique d'émancipation. C'est-à-dire, nous souhaitons, on a choisi des modalités différentes. En ce qui me concerne, je plaide pour le plus d'autonomie possible, le plus de responsabilité locale possible. Certains Calédoniens veulent aller un peu plus loin. Mais je pense que ce que j'entends et je vois, la France, la République, la Constitution française ne pourra pas résister aux besoins d'existence et de créativité des Martiniquais et des Guadeloupéens. On en a un besoin inné d'exister, de vivre, de créer, de penser, d'être libre, mais au sein de la République. La Martinique a choisi d'être au sein de la République. Donc il faut garantir cette existence au sein de la République parce que c'est le choix fait par le peuple martiniquais. Mais en même temps, il faut conquérir notre milieu naturel. Je prends quelques exemples. Nous avons une biodiversité qui est très riche. Il ne faut pas qu'on devienne étranger par rapport à notre biodiversité. Nous avons un espace maritime qui est puissant. Il ne faut pas qu'on devienne étranger par rapport à notre espace maritime.
Nous avons donc une place au monde assez essentielle, puisque l'Europe s'enorgueillit, et la France, que 80% de la biodiversité française se trouve dans les pays d'outre-mer. La seule, en matière d'Océanie et des océans, c'est quand même exceptionnel. 97% des surfaces maritimes françaises se trouvent dans l'outre-mer. La France est le seul pays où le soleil ne se couche jamais. Mais quel profit en tire nous-mêmes? Donc on est au cœur d'une diplomatie de développement internationale où on n'a même pas la possibilité de coopérer correctement avec Cuba, les Amériques du Sud, etc. Donc il faut conquérir tout ça. Donc il y a une espèce de droit à l'initiative qu'il faut conquérir petit à petit. Mais comme les Martiniquais ont posé la ligne rouge, je dirais qu'il faut continuer ce combat pour l'autonomie, mais pas essentiellement pour aller dans la formule calédonienne. Mais aujourd'hui, là, les Martiniquais ont plus envie d'entendre quel est le développement pour le pays, quel est le nouveau statut, le changement de statut. Ça, c'est par l'action et par l'expérience, par la combativité que progressivement on conduira tout le monde vers ce que Césaire appelle le droit à l'émancipation. Très bien. Et une dernière question. Alors que moi qui habite effectivement en France, je me rends compte que par moment, le lien entre la diaspora, entre guillemets, et la terre natale se distend, quels conseils nous donneriez-vous pour que nous puissions maintenir et renforcer ce lien? Il ne faut pas lâcher. Moi, je dis, contrairement à d'autres, que nous avons des frères et des sœurs qui sont ici. Et ici, on devrait dire la même chose. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas sur le même espace, mais on a la même pensée, la même histoire, le même combat. Il ne faut pas lâcher. Et il faut surtout compter, de mon point de vue, sur la jeune génération. La génération de mon âge, nous avons été des victimes du milieu d'homme. On a été les victimes de la période postcoloniale. Donc on est rentré dans un processus extrêmement rigide dans les années 50-60. Il suffisait de dire un petit mot contre l'État parce qu'on n'était pas d'accord, on était viré dans son administration. Et la période postcoloniale était très très dure. On a subi le bibidome, on a été victime du bibidome. Je le dis clairement, c'est pas une très bonne idée de M. Lebré à l'époque. Bon. Et de ce fait, il faut absolument garder la confiance. Et la confiance, c'est quoi? On a la première génération, c'est la génération de ceux qui sont arrivés dans les 60. Deuxième génération, c'est ceux qui sont nés ici dans les années 70-80. On a la troisième, voire la quatrième génération, ce sont des très jeunes. Et de mon point de vue, il faut garder l'authenticité. Il ne faut pas s'enfermer parce que l'amour n'a pas de frontières. On peut épouser une chinoise, un blanc, une blanche. C'est tant mieux, c'est la diversité. En fait, on est l'exemplarité de l'évolution universelle du monde de demain. Donc c'est ça, nous. Bon. Et cette richesse-là, il ne faut rien lâcher. Et il faut absolument se battre pour que ceux qui veulent segmenter la pensée et par des principes de supériorité raciale, donc les racistes, soient mis de côté. Et que tous ceux en France qui considèrent que la beauté passe par l'intelligence et la capacité d'exister, la dignité humaine, eh bien, ceux-là qu'on construise l'avenir ensemble. Eh bien, merci. Bien.